Il y a quelques jours, un avis posté par Rob Grams, l'un des rédacteurs du magazine Frustration, a entraîné pas mal de réactions sur Twitter. Ce post était un avis qu'il partageait sur le film The Substance réalisé par Coralie Farja qui est sorti il y a maintenant quelques semaines. Il affirmait que le film était réactionnaire et qu'il n'avait aucun impact politique sérieux, plongeant son propos dans un regard qui effaçait toute condition et qui s'amusait à jouer avec une binarité grossière qui ne réinventait rien, avant de dire qu'il était tout ce qu'il dénonce. À la suite de ce post, auquel j'ai moi-même réagi en disant qu'il était pour moi passé à côté, il a fini par le supprimer après s'être pris une sauce de contradiction. Ça a malheureusement débordé sur des insultes et je trouve ça dommage car ça permettait de susciter le débat autour de sa position sur le film. Et par ailleurs, j'en profite quand même pour vous conseiller les articles de Frustration Magazine qui développent une pensée politique que je trouve toujours intéressante, même si en termes de cinéma, c'est vrai que je les trouve pas forcément toujours incroyables. Mais si je reviens dessus, c'est parce que son post a fait émerger une réflexion. Comment interprète-t-on ce qu'on voit dans un film? Comment expliquer parfois qu'un ressenti sur un film soit identique ou similaire à celui de quelqu'un qui n'a pourtant rien à voir avec nous? Et surtout, comment placer un texte politique dans un film au travers de son esthétique? Je trouve que ce sont des questions intéressantes que le post de Rob Grams a eu le mérite de soulever, et c'est l'occasion pour moi de vous parler plus en profondeur de ce film qui a quand même beaucoup fait parler et qui a, semble-t-il, traversé les pensées politiques pour que des droitards comme des gauchistes l'apprécient. Et on va tenter de comprendre pourquoi et si c'est vraiment la faute du film. J'ai coécrit cette vidéo et cette critique avec Yéna, avec qui nous avons partagé le même avis et qui a développé à mon sens une lecture féministe pertinente sur le film. Et je me suis aussi inspiré de la critique de Lionel Brémond, qui est sur Twitter et qui a, je trouve, développé quelque chose de très intéressant dans le film. Donc merci à eux deux pour les inspirations, mais aussi pour les collaborations pour faire cette vidéo. C'est parti. The Substance est donc un film réalisé par Coralie Farja, deuxième long métrage de la réalisatrice française. Le film raconte l'histoire d'Elizabeth Sparkle, ancienne star hollywoodienne de 50 ans, qui s'est reconvertie dans les émissions d'aérobic. Trop âgée selon le directeur de l'émission, elle est licenciée pour laisser place à une nouvelle modèle bien plus jeune, le jour même de l'anniversaire de ses 50 bougies. Effondrée, elle voit son monde, qui lui permettait d'exister socialement, disparaître en un claquement de doigts, celui de susciter le regard et l'admiration des spectateurs, et la reconnaissance des producteurs de l'émission. Elle va alors découvrir l'existence de la substance, une sorte de drogue de synthèse qui fait naître une deuxième personne avec des attributs dits parfaits et une jeunesse toute flamboyante. Cet alter ego qui va naître du corps d'Elizabeth se fait appeler Sue. Le principe d'utilisation de cette substance est le suivant. Sue doit revenir dans le corps d'Elizabeth une semaine sur deux. Une interdépendance naît alors dans l'objectif de ne pas oublier qu'elles ne sont qu'une seule et même personne, quand bien même elles sont dans deux corps différents. Et justement, tout le film va s'articuler autour de cette interdépendance et de ce double jeu, où Sue, qui est aussi Elizabeth, va se mettre à jouir de ce corps et de cette jeunesse, à tel point qu'elle finira par incarner une entité dangereuse pour le corps initial. Ça, c'est le pitch, et ce qui est montré. Mais il est aussi important de noter que le film martèle le slogan publicitaire de l'entreprise qui produit la substance. You are one. C'est une façon de toujours accentuer le montage, mais aussi le chaos mental que suscitent ces deux corps. Elizabeth et Sue sont toujours une seule et même personne. Cela image le rapport complexe des femmes avec leur corps, Sue étant Elizabeth qui se vit différemment entre son image extérieure et ce qu'elle est vraiment. Mais bref, développons. C'est un film très gore, qui s'inspire de ce qu'on appelle le body horror. C'est une sorte de sous-genre horrifique qui joue avec les mutilations et les transformations des corps et les éclaboussures de sang. Le cinéma de David Cronenberg est très représentatif de ce genre. Et on peut dire que le film ne lésine pas sur ses effets, mais comme beaucoup d'autres films que l'on peut catégoriser dans le body horror, il est question d'un film très allégorique, où la symbolique prend le dessus sur la volonté d'ancrer un récit plus réaliste. C'est très récurrent aussi dans le cinéma de Cronenberg que ces monstres et ces transformations du corps suggèrent souvent diverses thématiques qu'il questionne. Mais ce qui est assez fou, c'est justement la façon dont Coralie Farja va s'amuser avec ce genre très codifié pour les détourner et donner une mise en scène complètement folle au premier abord, mais qui se justifie sur un tas d'aspects. Déjà, le film est vu comme une satire. Par conséquent, il s'écarte du réel pour accentuer tout système, tout personnage, tout antagoniste ou protagoniste qui vient à l'écran. Le directeur de l'agence d'aérobic et de mannequinat par exemple, incarné par Dennis Quaid, représente la caricature de ce type de rôle. Sa première apparition se fait dans les toilettes. Sur une très courte focale qui déforme les perspectives, son visage est comme écrasé sur l'objectif de la caméra, et complètement déformé. Il est au téléphone en train de tacler violemment le prétendu vieux physique d'Elizabeth,
pendant qu'il pisse. Il sort sans se laver les mains, et la transition vers la séquence suivante nous fait apparaître ses mains en très gros plan, remplies de mayonnaise, où il se gave de crevettes pendant qu'il licencie Elisabeth, qui se trouve en face de lui. Ce directeur n'est pas un personnage. C'est une représentation satirique et caricaturale de la domination masculine que subit la protagoniste. Par conséquent, il ne s'ancre pas directement dans un réel, mais dans une symbolique utilisée et exagérée par Farja pour abuser du dégoût qu'il nous provoque, mais aussi du rire tant c'est extrême. La plupart des hommes du film seront filmés comme tels, à l'exception d'un dont on reparlera plus tard. En fait, tout le film se construit sur une espèce de fake constant. L'appartement d'Elisabeth est aussi très peu réaliste. Décors sombres qui donnent sur des ruelles donnant l'impression d'être à Los Angeles, avec un énorme panneau publicitaire parfaitement orienté vers l'appartement, comme s'il la regardait. Son salon n'a aussi aucun sens, la télé est drôlement mise à disposition, la taille des tableaux et de la cuisine sont assez étranges, on dirait presque une espèce de prison déformée. Même la ville, peu filmée, fait très faux. Ce faux Los Angeles, qui est tourné par ailleurs vers Antibes dans le sud de la France, laisse transparaître cette mise en scène du superficiel. Mais surtout, ça permet de constituer une sorte d'espace mental autour du personnage principal, tant rien dans l'espace du film concrètement n'a de sens. La salle où Elisabeth trouve la substance par exemple n'a aussi rien de réaliste. La rue est insécurisante, on a l'impression qu'elle est tout le temps suivie ou repérée. Elle passe par une porte en fer, semi-ouverte, avant d'arriver dans un couloir abandonné, puis dans une salle au blanc parfait, avec un placard où se fournir en drogue. Quant à son appartement qui a été tourné intégralement en studio, ce qui pour moi n'est pas anodin, il est parfaitement calibré pour recevoir chaque plan du film qui va traverser le regard d'Elisabeth. Sa salle de bain change de forme à chaque séquence par exemple. Tout fonctionne sous forme d'allégorie. Mais parlons justement de son regard. Ce que reprochent les détracteurs du film, c'est qu'il est vulgaire et réactionnaire, car en choisissant une certaine esthétique, il se met à critiquer ce qu'il dénonce. Mais qu'est-ce que ce film cherche à dénoncer très exactement ? C'est là où il y a un premier couac, car tout le monde n'est pas forcément d'accord sur l'aspect du film. Ce que le film met en avant pour moi, c'est comment un système patriarcal crée une insatisfaction permanente pour la femme sur son corps. Le choix de l'actrice Demi Moore n'est pas anodin, puisqu'elle a elle-même très mal vécu le fait qu'on ne la prenne plus dans des films au bout d'un certain âge, ce qui l'a amenée à pratiquer la chirurgie esthétique. Cette insatisfaction est justement représentée par une femme qui, pour 62 ans, rentre toujours dans des standards de beauté. Elle a vécu exactement ce qu'il se passe dans le film quand elle a approché justement la quarantaine, alors qu'elle était pourtant toujours dans ses standards. Cela l'a amenée à corriger l'évolution de son corps, qui est difficilement acceptable pour l'industrie. C'est un choix d'actrice très malin qui montre bien que le problème n'est pas son apparence, mais le fait qu'elle ne soit plus une très jeune femme. Cela ne suffit pas pour le directeur qui souhaite laisser la place à une femme plus jeune et plus séduisante. Mais pour autant, Elisabeth n'est jamais filmée comme une vieille femme, et c'est justement tout l'intérêt. Farja la filme avec beaucoup d'élégance pour montrer qu'il n'y a aucune raison de la licencier. La recherche du corps pornifié et juvénile, voilà ce qu'il cherche, une sorte de poupée sexualisable. Mais au contraire, quand Sue apparaît sous des formes correspondant parfaitement à leur standard de beauté, on est là aussi dans une démesure totale. Ses fesses sont absolument parfaites, ses seins sont parfaits, son ventre et ses jambes sont parfaites, son sourire est parfait, mais c'est cette perfection qui va faire naître un paradoxe. Ce beau est monstrueux dès le départ. Il est intéressant de savoir qu'il s'agit de prothèses et non du corps de l'actrice. Information qui vient confirmer ce sentiment de mal-être quand la caméra observe le corps de la jeune Sue. L'émotion esthétique que ça procure n'est donc pas du désir ou de la fascination, c'est que c'est lisse, presque robotique, sans vécu dans la peau, sans conscience. Elle est la représentation d'une couverture ultra retouchée d'un magazine ou une publicité, en plus d'être extrêmement juvénile. Et que va faire ce personnage de cette prétendue beauté ? Elle répond aux attentes d'un système patriarcal, à savoir se dénuder, danser pour la caméra, devant ses regards d'hommes, séduire et jouir de cette capacité à enfin de nouveau rentrer dans les clous. Sue jouit tellement de ça qu'elle se mettra à délaisser le corps initial qui l'a pourtant fait naître. On dit que sa sexualisation dans le film fait que le film devient ce qu'il dénonce. Mais à quel moment ces gros plans sur ses fesses, poussés dans le montage jusqu'à l'écœurement, procurent une quelconque sexualisation ? À quel moment Farja laisse planer une atmosphère sexy quand on observe les plans qu'elle choisit ? Elle fait de Sue un monstre, en proie en permanence du regard masculin. Une femme objectifiée qui répond à tous les critères que la société lui demande. Et c'est comme ça qu'elle est filmée. Elle prend plaisir à donner ce que la société lui réclame, car elle n'était plus en capacité de le faire avec l'ancien corps à cause des injonctions patriarcales. C'est une sorte de malheur qui est intériorisé en plaisir jouissif que semble ressentir Sue, mais cette joie se transforme très vite en effroi et en appréhension et en panique quand son corps commence à présenter des défauts.
Elle panique, sent le regard de la caméra qui ne devient plus spectatrice mais actrice de ce voyeurisme. Elle cache son corps, réclame son peignoir, est effrayée à l'idée de ce qui peut lui arriver quand elle n'est pas maître de son image. C'est un retour à l'insécurité. En permanence, Sue représente la colonisation des injonctions patriarcales dans le cerveau, comment ça prend forme dans la tête d'une femme qui se pense être maître de son corps et jouir pleinement de sa liberté. Certains plans en courte focale, laissant uniquement apparaître ses jambes en contre-plongée face à d'autres personnages, la montrent un peu en dominatrice, comme lorsqu'elle ramène un jeune homme à l'appartement. Et si elle agit un peu en prédatrice, prête à tout pour conserver cette perfection, c'est parce qu'elle est aussi victime. Elle enseigne, au point que les malformations provoquées par la substance s'affichent directement. Des choses tombent de l'intérieur de ce corps. Elle est victime d'un milieu qui n'en a jamais suffisamment. Elle est victime de sa condition qui est destinée toujours à plaire sous le regard masculin. Sa beauté est déterminée par les codes attribués par le patriarcat, par un regard qui détermine ce qui est beau ou pas, ce qui doit être montré ou pas montré. Ce regard va être un peu déstabilisé par un personnage, a priori anecdotique mais très intéressant, c'est celui du vieux copain de lycée. Au début du film, Elisabeth croise la route d'un vieil ami lycéen et les comportements sont particuliers et affichent déjà un double standard dans le regard de l'autre. L'actrice est suspicieuse, un peu surprise, elle se sent mal face à lui, se disant qu'il la trouve sûrement laide, mais lui se lance dans une quête pour lui impossible, proposer un rendez-vous galant à Elisabeth. Loin du doute, malgré aussi son manque de confiance au vu de sa gestuelle et aussi de son physique, il se dit « je me jette à l'eau ». Cet échange rappelle une chose essentielle, notre image n'est pas le reflet de la réalité, car sa perception passera toujours par le regard de l'autre et de son appréciation. Là où le directeur voit une Elisabeth vieille et enlaidie, le vieux copain de lycée voit une femme magnifique dont il a toujours été amoureux. Désormais aussi plus atteignable pour lui car elle est plus âgée qu'à l'époque. Une autre situation aussi où les rapports hommes et femmes ne sont pas vraiment les mêmes dans la façon de se présenter et de se représenter. Mais malheureusement, ce rendez-vous n'aura jamais lieu. Le soir venu, Elisabeth est coincée dans son appartement. Le montage va accentuer son insatisfaction à se trouver belle. Déjà dépendante du corps de Sue, qui est omniprésente dans le cadre, via par exemple le panneau publicitaire, qui la regarde en permanence, elle se trouve laide et tente alors plusieurs maquillages, plusieurs coiffures, sans jamais être convaincue et ne rejoindra donc jamais ce vieux copain du lycée. Car elle ne parvient pas à trouver cette esthétique lisse de couverture magazine que représente Sue. Les imperfections deviennent son pire cauchemar. La dépendance qu'elle va avoir dans l'apparence de Sue va alors l'user jusqu'à ce que son corps n'en puisse plus. Là aussi, détraction. La vieillesse serait vue dans le film comme laide par défaut. Mais c'est justement la décision d'un système qui amène une femme à dépasser les limites de son propre corps, notamment par l'abus de chirurgie esthétique, des régimes, de l'épilation, etc. Comme c'est une satire au code de body horror, Farja représente ça par une femme qui se fait vider de toute substance par son alter ego. Ce n'est pas une question de vieillesse, mais une question plutôt d'altération du corps. On rentre dans un schéma narratif qui est très codifié du film d'horreur. Mais le style, très inspiré par le cinéma de Cronenberg, qui a fait du coup du body horror son outil principal dans ses films pour questionner le rapport à notre identité, ça va nourrir cette dualité qui apparaît alors. Reste que la beauté incarnée par Sue est toujours représentée comme monstrueuse, le fruit d'un acharnement subi par Elisabeth qui n'avait pourtant rien à se reprocher. De plus, le corps d'Elisabeth ne vieillit pas mais il se nécrose. Il se nécrose à cause de cette interdépendance, cet enchaînement de limites franchies par le corps qui ne respecte pas non plus les règles imposées par cette substance. Et même si ces deux entités ne sont qu'une personne à l'origine, cette forte jalousie, toujours nourrie par l'espace mental de la protagoniste, va faire apparaître deux entités différentes physiquement, se battant l'une contre l'autre, Elisabeth contre Sue, mais sans trop savoir pour quelle raison. L'idée des deux corps n'est pas forcément de représenter deux personnes différentes, mais une seule personnalité coincée dans son espace mental, qui plutôt que de remettre en question les injonctions dont elle est victime, va s'en vouloir à mort dans la torture de son propre corps pour essayer de se plier à ces mêmes injonctions. Cette haine qu'elle s'auto-alimente fait que l'on veut se débarrasser de l'autre. Cela renvoie aussi à la haine de son image concernant les signes d'anorexie, de boulimie, etc. Allant toujours plus loin, Coralie Farja décide d'en faire dans son final un épouvantable monstre, montré comme l'apogée des souffrances endurées, qui va finir dans un océan de sang. Symbole d'une sorte de gros doigt d'honneur à toute l'intendance masculine, avant de s'écraser par terre sur un sol tout aussi fake que le reste. Ce monstre représente aussi d'ailleurs une forme de regard, celui de la société, qui perçoit les transformations du corps des femmes à quelque chose de monstrueux, comme l'abus de chirurgie par exemple. The Substance n'est pas un film social ni réaliste parce qu'il n'a pas vraiment cette vocation esthétique. C'est une satire fantastique d'horreur qui va justement jouer avec les apparats du système pour les caricaturer et les rendre poussifs. Ce qui rend le message très évident, c'est vrai,
Mais c'est surtout filmé comme une grosse claque dans la gueule plutôt que montré avec un aspect plus terre-à-terre. Propos tenus d'ailleurs par la réalisatrice elle-même, qui vend son film comme un cri de ras-le-bol et de colère. Mais sa subtilité repose justement dans sa forme, et c'est là que le regard se pose avant toute chose. Si on tente de s'abstraire de l'énorme pachyderme que représente la mise en scène sur le moment, les plans sont quant à eux très représentatifs du regard posé par Farja sur ses personnages. Ils sont très bien pensés. Quant à l'esthétisation de la nudité, elle est obligatoire quand on fait du cinéma, car par essence, filmer quelque chose l'esthétise. L'intérêt, c'est de cerner comment on joue avec cette esthétisation. Par exemple, on dit souvent que filmer la guerre esthétise sa violence. C'est assez vrai, mais il faut regarder comment la mise en scène du cinéaste va utiliser cette esthétisation, car passer par l'œil du caméra sera toujours plus esthétique que l'œil humain. Et va-t-elle l'utiliser à des fins d'action, de spectacle ou bien de représentation crue de la violence que suscite un terrain de guerre? C'est totalement possible de le faire sans tomber dans un voyeurisme étrange. Et bien c'est pareil pour la nudité, les scènes de sexe, la sexualisation des corps. Voir le corps de Sioux comme quelque chose de désirable est représentatif du problème. Coralie Farja semble beaucoup jouer d'ailleurs avec la théorie du female gaze et du male gaze par rapport à ça. Elisabeth est filmée d'un point de vue assez féminin, dans un découpage qui laisse place à cette torture psychologique qu'elle subit à travers son reflet, là où Sioux est envahi par le male gaze. Gros plan sur ses fesses, ses jambes, son sourire, sa bouche, mais c'est justement ce contraste qui affiche davantage la perversité de ce regard. Le corps est pornifié. Donc oui, il y aura toujours des porcs qui trouveront ça sexy et banderont dessus, mais est-ce que c'est pas justement la représentation même du problème de toujours considérer qu'un corps de femme est sexualisé, peu importe comment elle est filmée? Quant à l'absence d'ambiguïté dans le propos et les intentions, est-elle forcément gage de défaut? Je ne pense pas. Mais visiblement, cette ambiguïté est bien présente compte tenu des retours qui ne sont pas d'accord sur les propos et la façon de filmer. Par ailleurs, on me dit dans l'oreillette que des droitards ont aimé le film. Ce déshonneur par association est un peu facile dans le cadre d'une critique. Et puis on peut aimer comme on peut détester un film pour de mauvaises raisons. J'ai par exemple écouté ce qu'a dit Dirty Tommy sur le film qu'il a adoré. Et il est pourtant pour moi complètement à côté de la plaque sur le sujet. Il prend acte de ce qu'il se passe dans The Substance comme un ressenti personnel d'une femme qui se rêve jeune, comme ça peut arriver à un homme vieillissant de se rêver plus jeune. En fait, il met ça sous le compte de la responsabilité individuelle, que c'est un ressenti normal qu'ont tous les êtres quand ils vieillissent, comme s'il n'y avait aucune injonction systémique. Cette position qu'il a, que je trouve vraiment mauvaise et très dépolitisée, n'est pas due au film, mais à l'état d'esprit de Tommy, de manière générale, à ses positions actuelles. Raison pour laquelle il trouvera sûrement ma critique complètement gauchiste pour le coup, mais lui, il s'arrête sur la forme du film, ce qui est très bien, même s'il reste dans des essais bluffants et oppressants, mais il essaie quand même d'expliquer ce qu'il a ressenti. Je trouve ça plutôt juste, car encore une fois, le genre du film, c'est-à-dire le body horror, implique que les émotions passent par l'emploi de gros sabots dans les intentions formelles. Cependant, dès qu'il s'agit d'ancrer le film politiquement, sa critique est vraiment une catastrophe. Il pense même que si Farja porte un discours féministe dans ses entretiens, c'est un peu pour faire genre parce que ça serait un peu la mode bien vue d'être féministe et de parler de féminisme dans les médias. C'est quand même pas du haut niveau critique. Mais à l'inverse, je pense que Rob Grams est trop ancré dans sa position politique pour questionner ce qu'il a regardé. En l'occurrence, sur cette question de l'esthétisation des corps. Farja se contredit-elle ou utilise-t-elle justement des codes esthétiques pour créer et accentuer ce qu'est le regard masculin et patronal. Mais on ne peut pas être maître du goût des autres, je veux dire, il y en a qui ont aimé le film parce que ça met en avant le trafic de drogue caché composé par du sang d'enfant, la substance leur faisant penser au mythe de l'adrénochrome. Et d'autres ont des interprétations qui nourrissent la réflexion autour du film et de ce qu'il évoque, le rapport par exemple mère-fille qui implique une rivalité au sein du foyer, le mythe de Gorgone qui rapporte aux violences sexistes et sexuelles. Tout ça rend le film encore plus intéressant et fait que ces prétendus gros sabots dans la mise en scène nourrissent finalement un message qui n'est pas si évident et qui est très riche. Je préfère d'ailleurs souvent des films comme ça, plutôt que certains où le message politique est déjà donné à l'entrée du film et ne va jamais jouer avec des contradictions ou des ambiguïtés internes. Et que la forme choisie de ne pas ancrer son esthétique dans un cadre réel et social n'enlève pas l'intérêt que porte Coralie Farja sur ses corps et sur la façon dont elle joue avec les codes esthétiques pour confronter ces deux personnages aux références multiples, que ce soit dans les mythes de films de monstres ou bien dans les multiples références à Lynch et Cronenberg dans ses plans et ses formes fantastiques, cauchemardesques, psychologiques et aussi très allégoriques. Il y a beaucoup de mots en hic. On peut donc avoir une lecture progressiste dans la façon d'utiliser un genre rarement attribué à des rôles féminins et autant possédé par un regard qui détourne ses propres codes esthétiques.
Enfin voilà, au bout d'un moment, notre intérêt dans ce genre de film et de critique, c'est de recentrer un minimum la forme et le fond, et de tenter d'expliquer aussi comment notre regard s'accorde avec celui du cinéaste. C'est aussi une façon d'avoir une sorte de débat parasocial avec ce dernier, tout en essayant d'épouser et de recevoir la forme du film comme ce qu'elle est, et non comme ce qu'elle aurait dû être pour nous. Un exercice critique toujours difficile, dont je ne suis pas immunisé non plus, et quand on écoute Farja dire qu'elle cherchait à en faire un gros défouloir, on peut dire que c'est quand même plutôt bien retranscrit. Bon, une fois dit tout ça, il faut préciser quelque chose qui est quand même assez juste. Le film n'a d'utilité que sa spécificité en tant qu'œuvre, même si son message est assez clair et qu'en soi il fait beaucoup de bien. Et puis c'est déjà très bien, une œuvre n'a pas besoin d'avoir forcément un impact politique concret. D'ailleurs c'est souvent très rare. Mais il y a forcément des limites dans l'esthétique que propose Farja. Il est peu question de rapports sociaux, le capitalisme est un peu en toile de fond sans profondément critiquer, ce qui peut le rendre un peu inconséquent dans ce cadre critique. Ce sont des reproches que l'on peut attribuer au film et je le comprendrai. Mais derrière ce fond, il y a vraiment cette forme que propose Farja, cette démesure totale surréférencée qui ne s'ancre finalement pas dans un genre très spécifique. Il y a du body horror, oui, mais c'est aussi une satire, donc il y a de drôles de moments où on rit jaune. L'utilisation massive de la courte focale pour à chaque fois changer les espaces et les plans donne un rythme complètement alambiqué au film qui ne se repose jamais. On en oublie le scénario qui suit finalement un schéma assez classique, une sorte de rise and fall qui démarre par une décision prise suite à une mauvaise nouvelle. C'est un film qui ne prend aucune pincette dans l'horreur et la démesure car il n'est effectivement pas forcément très fin. Elle ne rentre pas dans un schéma très précis et orienté, mais on peut tout de même facilement y lire une analyse concrète par le biais des partis pris esthétiques que prend Farja. Autre petit souci important à mentionner cependant, ce genre de film d'une grande violence et démesure s'articule parfois sur des conditions de tournage difficiles. Et ça semble être le cas pour The Substance. Coralie Farja avait apparemment été assez autoritaire, refaisait faire des prises à n'en plus finir, épuisait ses comédiennes dans les répétitions jusqu'à presque en vomir. Margaret Qualley développe ça dans un article que je vous mettrai en description. Le film étant en grande majorité produit par les États-Unis, les techniciens français ont dû subir aussi un rythme qui est très habituel là-bas. Il y a donc beaucoup ce culte de la souffrance et du mérite que je vous avais développé dans cette vidéo, quand bien même le film a été tourné intégralement en France. Et ça reste pour moi un gros problème compte tenu de la violence des scènes et de la mise à nu des comédiennes. Ça fait des grosses journées de 12 à 14 heures avec une autorité un peu malsaine, et c'est là pour le coup on peut y voir des contradictions entre ce que le film cherche à critiquer et dénoncer, et comment a pu se dérouler le tournage pour les comédiennes par exemple, qui n'est malheureusement pas une exception. Un film épuisant et éprouvant ne devrait pas se faire dans des conditions similaires, bien au contraire. Voilà, sinon c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas si vous avez des choses à rajouter, à prolonger ou si vous avez des désaccords, je trouve ça toujours très intéressant de débattre sur ce que propose un film. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Twitter et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!